Euh, on va parler de choses plutôt cliniques avec ce qu'on rencontre chez nos patients essentiellement et notamment dialysés. C'est donc les expressions cliniques de la maladie avec les complications et avec un aperçu du traitement. Donc l'hyperpara, c'est que l'hyperpara secondaire qui est souvent asymptomatique, notamment au début. Les signes cliniques, lorsqu'ils apparaissent, ne sont pas toujours spécifiques. Ça peut orienter vers d'autres pathologies. Et lorsqu'on veut préciser les choses, on peut aller voir les signes biologiques, radiologiques ou histologiques. Pascal tout à l'heure a parlé de biopsie, sans que ça soit corrélé à la gravité de l'atteinte et au chiffre de parathormone. Sur le plan clinique, ça va d'abord se manifester par des douleurs osseuses, comme nous voyons tous les jours chez nos dialysés. C'est des douleurs osseuses, nos dialysés nous disent qu'ils ont mal partout. Et effectivement, ils ont mal aux pieds, aux chevilles, aux genoux, aux mains, partout, comme ils le disent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont se plaindre de gratouilles, le prurite qui va être lié à essentiellement 3 facteurs. Le taux de la parathormone en elle-même. Tout à l'heure, Pascal a montré que la parathormone, quand elle monte, elle entraînera le taux de phosphore, et c'est le phosphore qui les fait gratter. Le phosphore va se complexer avec le calcium pour former ce qu'on appelle le produit phosphocalcique, mais ça c'est purement biologique. Plus ce taux est élevé, plus on a le prurite. Et en dernier lieu, c'est les calcifications métastatiques. C'est le complexe entre le phosphore et le calcium qui va se déposer sous la peau et ça leur donne des démangeaisons. Le troisième signe, c'est les douleurs musculaires et les faiblesses musculaires. Ça attaque les muscles au niveau proximal. Et lorsqu'on essaye d'aller plus loin en faisant une biopsie ou même un EMG, ça donne toujours, comme j'ai dit au départ, des signes non spécifiques. Rappelez-vous, chez les dialysés, souvent ils vous disent qu'ils n'ont plus de force dans les jambes. Parce que c'est les muscles, c'est une faiblesse musculaire. En troisième lieu, si ça progresse et qu'on n'a rien fait ou si c'est passé inaperçu, on a des ruptures tendineuses spontanées au niveau des gros muscles, aussi bien des muscles de moyenne importance. Et là aussi, chez nos dialysés, les douleurs des épaules avec les ruptures qu'il y a, que vous voyez au niveau des échographies et tout ça, c'est en partie à cause des hyperparas. Quand on arrive aussi à un stade encore plus avancé, c'est carrément des fractures osseuses pathologiques. L'os va se casser spontanément. Là, hop, voilà. Là, on a un os qui est cassé à un endroit où généralement ça ne se voit pas comme après un traumatisme, et ou alors des déformations osseuses, comme on voit aussi chez les dialysés vieux qui ont des déformations osseuses assez importantes. Les complications sont de 2 ordres, des complications osseuses et des complications vasculaires. Parmi les complications osseuses, on a d'abord la résorption osseuse. Après, on a des choses qu'on ne voit pas souvent en clinique habituelle, c'est les tumeurs brunes, je vous dirai ce que c'est, l'ostéosclérose et la chondrocalcinose. Par rapport à la résorption osseuse que nous connaissons beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus fréquent, ça va se manifester par les os qui vont être complètement grignotés sur ce côté-là, et c'est typique, ça atteint surtout l'os supériorité du 2e et 3e doigt et 2e phalange. C'est typique. Ici, il y a un autre aspect qui est typique qu'on va voir sur la diapo suivante, c'est
au niveau des houppes phalangiennes, donc en bout de la phalange, on voit bien le doigt ici, la phalange, c'est tout grignoté, et c'est grignoté en fonction du taux de la parathormone et de son ancienneté. Ça, c'est des signes typiques qu'on voit quand on fait un bilan osseux pour voir la gravité de l'hyperpara. On peut avoir aussi des résorptions au niveau des anthèses. Là, c'est des doigts. Les anthèses sont les endroits où viennent s'insérer les tendons et les ligaments. Et là, on voit aussi que c'est tout grignoté et on n'est pas étonné de voir après qu'il y a des ruptures tendineuses. La résorption osseuse, nous la voyons aussi à d'autres niveaux. Au niveau sous-chondral, ici au niveau du bassin, donc tout le cartilage est grignoté, si bien qu'on a cette image où on a beaucoup de flou alors que ça devrait être plein, et on l'a essentiellement au niveau du bassin, mais on peut l'avoir au niveau des épaules de la même manière. On voit cette résorption osseuse aussi au niveau du crâne. Je vous montre d'abord une radio. Le crâne va avoir une résorption au niveau trabéculaire, se traduisant par des travées osseuses grossières, voilà, et une perte de la limite entre les tables osseuses et le diploé, qui donne un caractère qu'on va voir sur la... Donc, normalement, ici, donc toute cette passe, c'est la table et le diploé qui, normalement, ne sont pas comme ça. Et au niveau du crâne, quand on le voit sur cette incidence-là, on a ce qu'on appelle un aspect de crâne poivre et sel. Ici, on le voit beaucoup mieux, alors que normalement, on a un aspect beaucoup plus homogène. Ça, c'est des lésions typiques qu'on voit au niveau des hyperparathyroïdies chez le dialysé. Les deuxièmes complications, c'est les tumeurs brunes. Les tumeurs brunes, là, c'est une image reconstituée sur scanner. Donc, bien sûr, ça, on le voit, ça n'existe pas, c'est ce qu'on appelle une tumeur brune. Elles sont brunes parce que c'est un amas d'hémosidérine, parce qu'elles contiennent des hémorragies intralésionnelles. C'est un tissu fibreux qui est hypervascularisé et qui contient des cellules géantes. Et on le voit essentiellement au niveau du fémur, au niveau du crâne, au niveau du bassin, mais on peut les voir ailleurs, même au niveau abdominal. Je vous montrerai d'autres photos après. Elles peuvent se manifester par des lésions expansives pseudotumorales au niveau des os. Voilà ce qui reste de l'os. Donc tout ça, ça devient du mou et ça fait mal au départ et ça finit par casser spontanément. Ça peut donner des lésions lytiques au niveau des petits os, des trous dans les os. Pareil, ça finit par casser. On peut avoir des lésions, des masses qui sont intra-abdominales, qui vont être à l'origine de douleurs ou d'autres signes. Et on peut avoir même des masses au niveau des sinus de la face qui sont très importantes et que les ORL connaissent bien. La troisième complication, c'est l'ostéosclérose. L'ostéosclérose, c'est une augmentation anormale de la densité osseuse. Ça devient dur et ça devient fixe, si bien que les gens ont des rachis qui sont rigides et c'est à l'origine de douleurs du dos. En troisième lieu, c'est la chondrocalcinose, la calcification des cartilages qui se traduisent, c'est une arthropathie microcristalline, par précipitation de cristaux de pyrophosphate de calcium. Ces calcifications vont être situées au niveau articulaire ou périarticulaire et c'est ce qu'on appelle aussi un aspect de pseudo-goutte. Là, on a un genou
qui est normal. Et là, on a un genou d'hyperpara avec à ce niveau des cartilages qui sont calcifiés et bien entendu à l'origine de douleurs. Après les complications osseuses, c'est les complications vasculaires donnant des calcifications au niveau des parois artérielles, au niveau viscéral, au niveau périarticulaire, ce qui rejoint la chondrocalcinose, au niveau cutané et même au niveau de l'œil. Ça, c'est à peu près la même diapo qu'a présenté Pascal tout de suite par rapport aux calcifications. Moins on a de calcifications, plus on vit. Et plus on en a, plus on meurt plus tôt. Par rapport aux calcifications de l'aorte abdominale, là pareil, les gens qui n'ont pas de calcification au niveau de l'aorte abdominale vivent, ou plutôt ceux qui ont des calcifications de l'aorte abdominale vivent moins longtemps que ceux qui n'en ont pas. Voilà les images que ça peut donner au niveau des artères des mains. Ça finit par des amputations. Voilà ce que ça donne au niveau des artères des jambes. Voilà une artère, ça finit par des amputations. Au niveau viscéral, on peut avoir les mêmes calcifications qui peuvent se situer à n'importe quel niveau. Au niveau coronaire, on va avoir aussi des calcifications coronaires importantes et disséminées. Monique en a parlé dans l'hyperpara primaire et c'est pareil dans l'hyperpara secondaire. Pareil, des coronaires complètement calcifiés chez un insuffisant rénal chronique. Des calcifications au niveau des artères pelviennes, pareil, c'est comme si on faisait une artériographie. Moi je dis que ça ressemble à la pub sur Calgon. Et les malades ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne sentent rien au départ. Et la meilleure manière de les sensibiliser, si on peut le faire, c'est de leur montrer leur radio. Et malheureusement, quand ils arrivent à faire des artériographies et ils voient que la radio est mauvaise, le plus souvent, ça peut être je dis bien ça peut être trop tard, mais ce n'est pas toujours le cas. On a vu, je n'ai pas pu trouver des dossiers où on a eu des radios comme ça, mais alors typiques, après chirurgie, le plus souvent. Cette radio, 6 mois à 8 mois après, il n'y a plus de calcification. Zéro. Et ça a été présenté dans des congrès partout dans le monde, spectaculaire. Le traitement. Les traitements, les recommandations, Pascal les a citées tout à l'heure. Il faut garder un taux de PTH entre 2 et 9 fois la valeur normale. Il a parlé du laboratoire, donc garder le même laboratoire pour pouvoir comparer les mêmes valeurs. Et quand on dit valeur normale, c'est la valeur normale du laboratoire. Il faut savoir que chez les dialysés, il existe une surmortalité importante cardiovasculaire dès 600 picogrammes par millilitre. Et le risque osseux n'est pas dépendant des valeurs de la PTH. Monique a parlé tout à l'heure de la tomodensitométrie, des différents scores. C'est avec ces éléments-là, ces outils-là, qu'on peut déterminer si le risque osseux est important ou pas. Ce n'est pas seulement avec le chiffre de la parathormone. Donc, on va lutter contre les anomalies dont a parlé Pascal tout à l'heure, la retention phosphorée qui représente le facteur majeur d'aggravation, en réduisant les apports phosphorés, comme on le fait chez les dialysés, on leur demande de manger moins de phosphore, parce que le phosphore va être amené par l'alimentation. Et lorsque ce n'est pas suffisant, et souvent ce n'est pas suffisant, on va leur donner des chélateurs de phosphore que vous connaissez tous, que ce soit le Rénagel, que ce soit le Phosrénol ou les autres, qui sont plus ou moins tolérés en fonction du médicament. Une fois qu'on a lutté contre le phosphore, c'est
apporter le calcium qui sera nécessaire pour freiner la parathormone, avec une quantité variant entre 1,5 et 1,8 de calcium élément, et la supplémentation en vitamine D, puisque Pascal a bien montré en physiopathologie que si on n'a pas assez, eh ben, on favorise l'élévation du chiffre de la parathormone. En dernier lieu, on a les calcimémétiques dont a parlé Monique, c'est le Mimpara qui va agir en diminuant la parathormone et en diminuant le produit phosphocalcique, avec un effet sur le tissu osseux en réduisant l'ostéite fibreuse. Les posologies dont a parlé Monique en commençant par 30 mg jusqu'à 180. Moi, honnêtement, je n'ai jamais dû utiliser ces chiffres, ces doses, et encore moins 360. Le plus souvent, comme a dit Monique tout à l'heure, le problème numéro 1, c'est la tolérance digestive. Les gens ont des nausées, des vomissements, et à ce moment-là, ils ne peuvent pas continuer à le prendre. Avec ces traitements-là, on arrive à avoir des taux qui sont dans les fourchettes recommandées par les recommandations des sociétés savantes. Tant qu'on est dans les clous, c'est bon. Il ne faut surtout pas, par contre, oublier que même si on est dans les clous, si les patients ont des signes cliniques, il faut les explorer pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce qu'un taux seul, alors que l'os est en train de pourrir, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Et quand le traitement peut ne pas être efficace, généralement, on se donne une fourchette de 800 picogrammes. Si ça reste tout le temps haut, ou alors en pire, si la courbe montre que ça monte progressivement, à ce moment-là, il faut discuter le traitement chirurgical, dont va nous parler M. Mélanger.